Les Fous du Volant, saison 1, épisode 14. On est là pour revenir sur le Grand Prix des États-Unis. C'était un bon week-end, surtout avec le 6e titre de Lewis Hamilton. Ce sera le premier sujet qu'on abordera durant ce podcast. Avec moi, une équipe formidable. D'abord, j'accueille Nikos. Comment ça va? Ah, ça va impeccable. J'étais ravi de mon podcast la semaine dernière. Du coup, je reviens. Ah bah oui, mais ça fait super plaisir de te revoir. Surtout là, avec le titre de Lewis, on va se régaler. Truc, C'est sûr. truc de ouf. Et également, avec moi, Sofiane. Comment ça va? Ça va, ça fait vraiment plaisir de revenir avec vous. Bah oui, plaisir partagé. Et puis, lui aussi, on le présente plus. C'est Thomas. Comment ça va? Ça va, en pleine forme. Ben écoute, voilà, on est tous en forme pour parler de ce Grand Prix des États-Unis. Le programme de ce 14e épisode, on va enchaîner avec le Hot Lap pour commencer, avec le 6e titre de Lewis Hamilton. Et puis on enchaînera avec la course, la victoire de Valtteri Bottas qui est passé un peu inaperçu, mais on y reviendra pour terminer sur ce podcast. Mais je vous propose qu'on commence déjà par le titre de Lewis Hamilton, Jingle. Eh bien, c'est l'événement de ce Grand Prix des États-Unis. On démarre tout de suite avec le 6e titre de Lewis Hamilton, qui est devenu donc champion du monde à Austin à l'issue de sa 2e place. Une saison exceptionnelle, hein, une nouvelle fois pour le Britannique, 6 fois champion du monde. C'est 10 victoires cette saison, avec 16 arrivées sur le podium, sur 18 courses quand même. Donc voilà, c'est exceptionnel. 381 points. Première question que je vais tous vous poser là-dessus, tout de suite là maintenant. Est-ce que son 6e sacre est le plus beau de tous? Je te lance Thomas. Son 6e sacre est le plus beau de tous. Je sais pas, mais en tout cas, c'est encore une fois l'un des sacres, comme l'année dernière, où il a fait preuve d'une régularité extrême. Et c'est ce qui a fait la différence. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça barbant que il plie le championnat à 2 courses à la fin, que finalement, même dès le Grand Prix d'Espagne, on savait déjà que Hamilton serait champion. Oui. Mais il n'y a rien à dire, hein, c'est le plus fort. Donc, il faut juste se mettre à genoux et dire bravo, parce que il a été encore au-dessus de la concurrence cette saison, aidé par sa machine aussi. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de rivales à part son coéquipier cette année, mais quand même, bravo pour sa régularité, bravo pour ses 10 victoires, bravo pour avoir été tout le temps dans les points depuis le début de saison aussi, c'est le seul. Donc, Exactement. Il n'a pas abandonné de l'année en plus. On le C'est félicite. exceptionnel. commence 9e en Allemagne. Ouais, oui, bah oui. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en as pensé de ce titre de Lewis Hamilton? Je dirais pas que c'est le plus beau, mais pour moi, c'est là où il a été le plus impérial. C'est-à-dire que, comme Thomas l'a dit, en fait, il a eu un seul moment vraiment où il a pas, il était pas du tout présent. C'était en Allemagne et il termine quand même 9e grâce aux 30 secondes de pénalité des 2 Alpha. Donc c'est vraiment incroyable. 10 victoires et il reste encore 2 Grands Prix. Que dire en fait, c'est le meilleur, il n'y a rien à dire sur ça. Et c'est sa meilleure saison en termes de performance, je dirais, il a tout le temps été là. En qualification, en course, surtout en course, parce qu'en qualification, il a eu moins de pole que Bottas. Donc ouais, vraiment énorme saison d'Hamilton. Et il reste encore 2 Grands Prix, donc il reste, enfin voilà. Ah ouais, Sa saison peut être encore plus parfaite. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il s'est recentré, comme tu dis, il a fait moins de pôle, mais il s'est recentré sur la course finalement, parce que sa Mercedes est peut-être un peu moins fort sur un tour rapide et finalement en course, il a été impeccable. Et toi, Nikos, toi qui es le super fan hein, de Lewis Hamilton dans ce groupe, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce titre de Lewis Hamilton? Est-ce que c'est le plus beau pour toi? Sofiane et Thomas m'ont ôté les mots de la bouche. Si tu me poses la question le plus beau, moi, je serais tenté de répondre non. Pour moi, le plus beau, c'est le premier en 2008, où le scénario me fait penser que c'est le plus beau, puisqu'il gagne, son titre au dernier virage en double anti-Moglock au Brésil. Carrément. Donc, pour moi, c'est celui-là le plus beau. Après, si tu me demandes si c'est le plus fort, là, je te réponds oui, sans hésiter. Il a prouvé par ses performances cette saison qu'il était indétrônable, que c'était le meilleur.
bout du troisième ou quatrième Grand Prix de la saison, on savait qu'il allait être champion. Et pour moi, il a été que 3 fois hors du podium, il me semble. Donc, pour moi, ouais, il a été très marqué. Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, il y a une vraie régularité dans ce titre, et forcément, moi je suis un peu vos avis là-dessus, c'est clair, Lewis Hamilton a été très 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 fort, mais je pense comme vous que ce n'est pas le plus beau, mais c'est peut-être le plus fort, ouais, le plus fort qu'il a pu réaliser, et on le félicite forcément pour ce 6e sacre. Comme disait Nikos, c'est vrai que c'est pas le plus fort en émotion, mais c'est pas non plus le plus flamboyant, mais il est dans la lignée de ces 3 dernières années. Hamilton, les 2 dernières années, il avait gagné de manière en étant ultra régulier. C'est peut-être pas le plus impressionnant comme au début de sa carrière chez McLaren, mais ça lui a coûté des saisons à l'époque à être parfois en surattaque. Aujourd'hui, il est bien plus mature. Il sait quand il faut assurer, il sait quand il faut gagner, il sait quand il peut pas gagner, mais il doit faire 2 ou 3. Donc, on peut que le féliciter. Et en plus, il est aussi aidé d'avoir la monoplace la plus fiable du plateau. Donc, bravo à lui. Mais bravo à lui en tout cas. Alors, deuxième question vis-à-vis de ce sacre. Pour vous, quelle place a Lewis Hamilton dans l'histoire de la Formule 1? Puisque maintenant, avec 6 titres, eh ben, c'est le deuxième pilote le plus titré de l'histoire. Il est à un titre de Michael Schumacher. Quelle place pour lui, tout simplement? Et voilà, quelle place pour Lewis Hamilton dans l'histoire? Si je peux commencer sur ça déjà, Vas-y. c'est vraiment un sujet sensible où beaucoup de gens ont des opinions qui diffèrent sur ça. On en avait déjà un peu parlé après la Hongrie, il me semble, Oui, exact. par rapport à ça, ouais. Et non, mais c'est vraiment compliqué de dire, mais ce que je pense que là où tout le monde est d'accord, c'est de dire que Hamilton est une très très grande légende de la Formule 1. Mais voilà, en fait, y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas à comparer, même si, bien évidemment, on pense tous au 7e titre probable l'année prochaine qui ferait qu'il égalerait Schumacher. Et non, enfin, c'est pas comparable, en fait. C'est différentes époques. Là, par exemple, c'est Schumacher et Hamilton, c'est 2 immenses légendes de la F1. Donc, c'est pas comparable, mais voilà, Hamilton, c'est une légende et il n'y a rien à dire sur ça. Ah ouais, mais tout à fait. Franchement, t'as tout dit. Et vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Bah oui, quand même. Vas-y. Après, je suis d'accord avec Sofiane, c'est vrai que c'est difficile de dire qui est le GOAT, qui est pas le GOAT, effectivement. Après, dans les chiffres, il est quand même devant des mecs comme Fangio, comme Senna, comme Vettel. Il est à un titre de Schumacher et on peut penser qu'avec le règlement qui va être assez stable l'année prochaine, il peut largement l'égaler. Après, pour le dépasser, on verra. Il a quand même d'autres records aussi, des records de pole. Il va pas être loin du record de victoire l'année prochaine, à mon avis. Et même dans les ratios Et aussi. de podium. De podium, il va pas être loin non plus. Et même dans les ratios, il va être bien placé aussi, Hamilton, parce que c'est vrai que c'est difficile de comparer aujourd'hui en valeur brute, puisque le nombre de Grands Prix a évolué. Mais on peut comparer en pourcentage, et même là, il est devant Schumacher, par exemple, au nombre de victoires. Il est à un tiers de victoires sur Grand Prix participés, donc il est très très haut, peut-être top 5, top 3 de l'histoire de la Formule 1. Et en plus, si on doit comparer sur des éléments plus subjectifs, la concurrence, il a battu Alonso, double champion du monde entier. Il a fait jeu égal alors qu'il était rookie. Ça a été un peu plus difficile face à Button, mais il a quand même battu sur 3 saisons sur 4. Button, champion du monde. Malgré tout, c'est pas rien. Il a fait face à Rosberg, un 3e champion du monde. Alors oui, effectivement, on peut arguer que la Mercedes est la meilleure monoplace du plateau depuis 2014, sans discussion quasiment. Oui, on peut arguer que depuis 2-3 ans, il a Bottas en coéquipier pied, mais en même temps, il a battu de grands pilotes aussi, donc et certes il est un peu vicieux sur la piste parfois, mais quel grand champion ne l'a pas été, donc il est très 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 haut et il a toute sa place dans le débat du GOAT, assurément, et ça pourrait être encore renforcé s'il venait égaler et dépasser Schumacher.
En tout cas, voilà, c'est un défi à aller chercher pour Lewis Hamilton de toute manière. À 34 ans, il est quand même 6 fois champion du monde. On parle quand même de 248 départs en Grand Prix. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein. 83 victoires, il est bientôt à 90 victoires de Michael. Donc quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie vis-à-vis de... Si vous voulez peut-être... Dernière chose, Vince, ce qui est intéressant aussi, c'est comparer au même âge. Parce qu'au même âge, avec Schumacher, il est exactement il est dans ses temps, voire même en avance, hein, parce que ils ont leur 6e titre à 34 ans tous les deux. Il a un hat-trick de moins seulement. Hat-trick, on rappelle, c'est pole, victoire et meilleur tour en course. Il a plus de victoires. Schumacher n'était qu'à 70 victoires à l'époque, donc c'est vraiment, il est même en avance sur 7 ans. Hein. Donc, et ce qui est marrant aussi, c'est que, on en parlera peut-être aussi, c'est que il va tenter d'égaler Schumacher et il a 2 fois plus de titres que son idole, Senna, donc c'est dire le monstre que c'est. Bon. En tout cas, Nikos, toi qui est un énorme fan de Lewis Hamilton, je l'ai dit tout à l'heure, franchement, tu es d'accord avec ce qu'a dit Thomas? Moi, au contraire, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que le débat du GOAT, pour moi, il est clair et net. Après, je suis peut-être pas objectif, mais je pense que Lewis Hamilton est le meilleur pilote de Formule 1 de l'histoire. Oh. Donc, je vais argumenter. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis ça, ça peut être choquant. Mais je pense que c'est l'image que les gens ont de Lewis Hamilton qui font que ces propos choquent. Et non pas le propos en lui-même. Donc, effectivement, Thomas a dit les stats. Les stats sont incroyables. Il gagne un Grand Prix sur 3. Et il a le record de pole. Il a 83 victoires et il va battre le record de Schumacher. Il finira à plus de 100 victoires, je pense. Il a eu 1000 Grands Prix dans l'histoire. Il faut se rendre compte de ce que fait ce gars-là. Il a battu Alonso en étant rookie. Il était tout jeune. Il a fait des meilleures performances que Fernando Alonso, qui était 2 fois champion du monde. Il a battu Jenson Button, qui lui aussi a été champion du monde. Il a battu Rosberg, qui a été champion du monde. Il a été en concurrence. Il a gagné 6 titres de champion du monde en étant en concurrence avec l'une des meilleures voitures de tous les temps, qui est la Red Bull de Vettel. Pendant ces 4 ans, elle n'a rien pu gagner. Donc, je pense, tandis que la Ferrari était la voiture la plus performante. Donc, lorsqu'on voit toutes ces stats, moi, je me dis que Lewis Hamilton, c'est le plus grand de tous les temps. Et s'il n'avait pas fait cette erreur lors de sa première saison, il aurait eu 7 titres de champion du monde. Donc, celle de Chine. Ce gars-là, c'est une légende de la Formule 1 et pour moi, c'est le meilleur pilote de tous les temps. C'est difficile. Après, c'est difficile d'avoir du recul aussi parce que on est dans l'époque même de Hamilton. Là, en tête, on a l'image de Schumacher qui est la figure tutélaire de la F1, un peu comme Senna. Donc, forcément, ça nous paraît difficile de dire, Hamilton va être le GOAT. Déjà, c'est difficile, surtout qu'il est derrière Schumacher en nombre de titres encore, et c'est quand même l'argument number one qui compte, le nombre de titres. Maintenant, est-ce qu'il peut l'être? Est-ce qu'il est en route pour l'être? Oui, il est en route pour l'être. Mais après, c'est difficile de comparer Schumacher à une concurrence énorme. À Hakkinen, c'était pas n'importe qui non plus. Hein. Après, en défaveur d'Hamilton, ce qui joue, c'est que, comme l'a dit Thomas, on est dans l'ère Hamilton en fait, et je pense qu'on se rendra compte de ce que Lewis a fait dans 5-10 ans quoi, quand il aura pris sa retraite, quand il sera plus là, et qu'on avait un mec qui gagnait un Grand Prix sur 3 en fait. Et finalement, moi je me dis avec la F1 actuelle, je pense qu'on s'en rend pas compte. Enfin, les gens, tu vois, je pense qu'ils sont un peu lassés de ce qui se passe et ils profitent pas vraiment de la stat, de l'histoire. Après, oui, voilà, c'est l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Hamilton et Vettel qui sont quand même donc aujourd'hui à 10 titres en cumulé, ce qui c'est juste énorme. Maintenant, on était pareil aussi époque Schumacher. Hein. Le truc par contre que je comprends pas, c'est pour l'argument du GOAT, c'est qu'on peut pas venir me dire oui, Hamilton ne peut pas l'être parce qu'il a la voiture la plus rapide. Schumacher l'avait aussi et en 2004, tout le monde en avait marre de le voir gagner. En 2004, il gagne 13 courses sur 18, tout le monde en avait marre. Prost, il gagne avec une Williams en 93 qui est largement dessus du lot.
Senna, il gagne avec une McLaren qui en 88 gagne 15 courses sur 16. Donc même Fangio à l'époque, il avait la meilleure monoplace du plateau. Donc ça arrive à tous les grands champions. C'est tous les grands champions ont les grandes voitures forcément. Et tu vois, parce qu'il y a un tweet qui m'a fait réagir hier à l'issue du Grand Prix, c'était Despiello, Pierre-Olivier Valette, je pense que vous le connaissez un petit peu, pour ceux qui nous écoutent. Il a dit, ça me fait tellement mal de me dire qu'on a l'un des plus grands pilotes de l'histoire qui fête son 6e titre et que j'en ai absolument rien à faire. J'aimerais être joie vraiment, mais la saison est sans véritable saveur. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on ressent un petit peu également chez les fans, un petit peu. On reproche à Lewis Hamilton aujourd'hui, c'est son ultra domination, je pense. Ouais, et ça a été le fait qu'il n'y ait pas de dépassements dans les courses, comme à l'époque de Schumacher peut-être. Et donc, ça rend la Formule 1 beaucoup moins intéressante qu'à l'époque en termes de spectacle. Et je pense que c'est ce que Del Piero a reproché à Lewis Hamilton dans ce tweet. Et par ailleurs, je pense que l'image de Schumacher est une image qui correspond plus aux fans de F1 que celle de Lewis Hamilton, qui peut paraître assez arrogante parfois. Et de ce fait-là, je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte de ce qu'est Lewis Hamilton aujourd'hui et ce qu'il apporte à notre sport en fait. La question après reste, comme on le disait, subjective. Je veux dire, ça dépend. Les fans de Ferrari diront Schumacher, les fans de Mercedes diront Hamilton. Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'ait pas eu de vrai combat jusqu'à la dernière course, par exemple, contre Vettel. Ça, on aurait aimé. Mais la Ferrari était pas au niveau et Vettel, il l'a quand même assommé, mais si c'était pas jusqu'à la dernière course. Lorsque la Ferrari était au niveau, il l'a assommé il y a 2 ans et l'année dernière. Donc, oui, exactement. Le meilleur pilote de sa génération et top 5 malgré tout, ça c'est incontestable. Après, Gospa, ça, on va laisser le recul et le temps. En fait, si je peux parler par rapport à ça, surtout par rapport au tweet de Despiello, en fait, c'est surtout le fait qu'on savait qu'il était champion en Espagne. Moi, je dirais en Espagne, en France. Dans cette région-là, quoi. Et personne ne veut ça, en fait. Et c'est ultra décevant. Et qui sont champions pour la 3e fois d'affilée à deux courses de l'arrivée. Bon, c'est bien, c'est bien, mais c'est clairement pas ce que tout fan de F1 veut, en fait. Et c'est ça, et je comprends sa frustration. Et voilà, il a en quelque sorte raison d'être déçu, mais c'est pas la faute d'Hamilton en fait, c'est surtout la faute de Ferrari, Red Bull. Ouais, complètement. Chronique d'un sacre annoncé. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que bientôt on pourra parler de 2021 en vigueur. À voir si ça va changer quelque chose. Maintenant, je vais vous parler de la concurrence, parce que maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette domination, maintenant, qui c'est qui pourrait détrôner la place de Lewis Hamilton? Qui c'est qui pourrait empêcher Hamilton d'égaler Schumi l'année prochaine? Parce que on sait que Mercedes, c'est la voiture la plus rapide, la plus fiable du plateau, celle qui rafle tout. Est-ce que vous pensez que pour l'an prochain, Ferrari et Red Bull ont déjà laissé tomber les cartes? Le règlement va être plus stable déjà, donc effectivement, ça peut avoir tendance à se figer, même si on voit quand même qu'en fin de saison, Ferrari est revenu au moins en qualif et Red Bull de temps en temps en rythme de course arrive à rivaliser. Donc on peut espérer que l'année prochaine ça continue à se bagarrer entre les trois, c'est ce qu'on aimerait tous. Maintenant, c'est sûr que Mercedes a une dynamique de victoire et d'expérience. C'est une dream team, Mercedes. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Le trio Wolff, Hamilton et James Wolff, le stratégiste Mercedes, je veux dire, il est intouchable aujourd'hui en Formule 1, il n'y a pas mieux. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher une installation parfaite et il va falloir peut-être baisser le pied de Lewis Hamilton et de Mercedes, ce dont je ne crois pas du tout pour l'année prochaine, puisqu'il va viser tout simplement Schumi. Donc, ça va être compliqué pour 2020, peut-être pour 2021. Non, on se donnera Ouais, moi aussi, je pense qu'en 2020, sincèrement, je vois bien Lewis Hamilton prendre son 7e titre de champion du monde. Mais la question de la concurrence, je pense, se posera dès 2021 avec les nouvelles réglementations qui, selon moi, rebattront les cartes du plateau. Et
Et il y aura il y a des pilotes talentueux sur le circuit actuellement. Il y a Leclerc, il y a Verstappen, je pense à eux en particulier. Et je pense que ces deux-là pourront, à l'horizon 2021, détrôner Lewis, s'il n'a pas pris sa retraite avant. Ouais, parce que la question se pose, hein, le contrat d'Hamilton va jusqu'en 2020, on ne sait pas encore ce qui va se passer pour le Britannique. Donc partir sur un septième titre, bah, pourquoi pas, hein. À partir du moment, moi je suis désolé, mais je pense que c'est quand même un grand champion, donc c'est aussi un homme qui est affamé de records. Et moi, on va pas me faire croire que le mec qui a 2 titres de devenir le plus titré de tous, il se dit ah non, je vais arrêter, j'ai plus envie. Même s'il a déjà 34 ans, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Surtout s'il a de la concurrence de Verstappen, de Leclerc, de Vettel qui veulent le détrôner. Ah ouais. Et en tout cas, ben, on se donnera rendez-vous la saison prochaine, et puis surtout 2021. En tout cas, on félicite le sixième titre de Lewis Hamilton. Et toi, Sofiane, est-ce que tu as un petit avis à propos de cette concurrence? Tu penses que Lewis, il peut être champion du monde, ou alors il y a quelqu'un qui va peut-être le détrôner, peut-être Valtteri Bottas, ou voir les Red Bull, Ferrari? Pour moi, il sera champion encore une fois, on va dire, mais c'est surtout parce que Bottas, on l'aime bien. Hein, enfin, franchement, il est plutôt pas mal Au Japon? depuis le Japon. Mais le problème, c'est que Bottas, il est quand même irrégulier. Il a des trous d'air incompréhensibles qui durent 3-4 courses où il fait 5, 6, voire en Hongrie, je sais plus comment il fait. Enfin, il a des trous d'air incroyables. Donc, je pense pas qu'on puisse compter sur Bottas. Et comme je le tweetais pendant la course hier, en fait, Mercedes, ils sont injouables en fait. En course, il y a rien à faire contre eux. Ils ont un rythme incroyable. En qualification, Bottas en pole, donc ils ont malgré tout toujours une, Une comment bonne dire, voiture en fait. ils ont toujours une bonne voiture en qualif quand même. C'est pas comme s'ils se qualifiaient tout le temps à 6 dixièmes ou quoi. Enfin, voilà. Donc ils ont une bonne voiture en qualif et en course, comme Thomas l'a dit, il y a rien à faire contre eux en fait. Enfin, Ouais. voilà, je suis un peu dégoûté de ça en fait. C'est, C'est une écurie qui s'appelle morale parce que quand ils sont trop forts en qualif, ils sont trop forts en course. Je prends l'exemple au Grand Prix de France, au Grand Prix d'Espagne où là il n'y avait même pas de discussion, les mecs ils avaient 40 secondes d'avance sur le paquet. Quand c'est Ferrari qui signe la première ligne, c'est eux qui sont capables de s'aborder comme en Russie et Mercedes finit par faire un et 2, ou à Bahreïn, pareil. Quand Mercedes semble, même durant la course battue où on leur tient tête, comme en Hongrie, ils arrivent toujours à trouver la parade avec une stratégie incroyable, ou même au Mexique le week-end dernier. Et quand Mercedes est vraiment cette fois-ci inférieure, ils assurent pour le championnat, ils font 2 et 3. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut que les autres suivent l'exemple de Mercedes et fassent le championnat parfait. Et Bottas, je pense que lui, il peut pas rivaliser avec Hamilton parce qu'il a atteint son plafond de Ouais, ouais, totalement. Et bien, de toute manière, bah oui, mais de toute façon, c'est comme ça a toujours été comme ça avec Mercedes, hein, ça fait depuis oui, son statut. c'est pas quelque chose de nouveau, mais Voilà. le problème, c'est que c'est quelque chose que on retrouve ni chez Ferrari ni chez Red Bull. C'est-à-dire que Red Bull, il y a eu un trou d'air, il y a eu un trou d'air inexplicable de Spa jusqu'au Japon et au Mexique et aux États-Unis, c'est revenu. Donc c'est quand même incompréhensible. Pareil pour Ferrari, ils ont un trou d'air monumental enfin c'est pas, enfin, ils étaient derrière en début de saison. Euh, et en fait, je crois, ça fait, ça fait depuis 2014 que c'est comme ça en fait. Bon, au début, Mercedes avait vraiment un énorme avantage moteur, mais là, Ferrari est devant au niveau du moteur. Red Bull s'est rapproché aussi avec Honda. Donc, il faudrait que les autres équipes apprennent de Mercedes, et j'ai pas l'impression qu'ils le font. Donc, c'est vraiment dommage. Le pire, c'est ça, c'est effectivement, comme tu dis, c'est l'irrégularité chronique de leurs deux concurrents, Ferrari et Red Bull. Les autres, de toute façon, n'ont pas les moyens financiers pour rivaliser. Mais quand tu vois la course de Ferrari ce week-end, Leclerc est à 1 minute. C'est juste dingue, dingue.
Verstappen, on en reparlera, résiste, mais enfin et voilà, on sent qu'il est sur le fil, que ce serait un autre pilote que Verstappen, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc franchement, je pense qu'il faut attendre. Enfin, on espère tous que l'année prochaine, il soit plus concurrentiel, que Ferrari apprenne ses erreurs, que Red Bull nous livre une bonne voiture de l'Australie. Mais je pense quand même qu'il va falloir attendre, à mon avis, 2021 pour voir un autre champion que Hamilton. Ça me fait penser un peu à l'époque Ferrari où Michael Schumacher, où il avait fallu attendre un grand changement de réglementation de pour distribuer les cartes et arrêter la domination de Schumacher. Eh bien, en tout cas, on leur donnera rendez-vous en 2020, en 2021 pour, pour voir si Lewis Hamilton restera champion du monde ou alors si on aura de la concurrence. On les attend de pied ferme. Eh bien, je vous propose qu'on passe immédiatement au Grand Prix des États-Unis parce qu'il y a eu quand même un Grand Prix avec tout de même le titre mondial de Lewis Hamilton, mais il y a eu la victoire de Valtteri Bottas et on va en parler directement. Jingle. Le Grand Prix des États-Unis, donc c'était ce dimanche à Austin, c'était la 19e épreuve du championnat du monde de Formule 1, voilà, c'est une fin de saison où il reste maintenant plus que 2 Grands Prix désormais. Je vous propose qu'on passe directement au fait de course, parce que du coup, on a parlé un petit peu des qualifs. Bottas en pole, bon, voilà, ça fait le café, j'ai envie de dire. Bottas en pole, ça fait depuis un moment, et puis la première pole de Mercedes depuis l'Allemagne, voilà, ça fait un bon petit moment. Je vous propose qu'on passe directement au départ. Au départ, parce qu'il y a eu un excellent départ de Valtteri Bottas, un excellent départ de Max Verstappen, et puis il y a Sébastien Vettel qui malheureusement va connaître un départ catastrophique, et puis on se rendra compte au 8e tour qu'il a cassé sa suspension et sur un vibreur, et c'est malheureux. C'est malheureux, moi j'ai eu mal au cœur. Voilà, une nouvelle fois, Ferrari qui rencontre des problèmes. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de ce départ ? Bah, déjà, on était un peu tous hypés après les qualifs, puisqu'il y avait quand même 4 voitures en un dixième, dont 3 monoplaces différentes. Donc on s'est dit, ah, et si on avait une bonne course? Et puis au premier virage, qu'est-ce qui sort? Bottas 1, Verstappen 2, Hamilton 3, si je me trompe pas, ou Hamilton 2, Verstappen 3, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Donc déjà, Ferrari était presque hors course. Le premier tour de Vettel est assez incompréhensible. Je pense que effectivement, il a eu ce problème. À mon avis, ça devait être ce problème mécanique. Ah bah, s'il fait un Vettel. Il prend un très bon départ. Ouais, il fait 10 premiers mètres très bons, et puis en fait, après, plus rien pendant quasiment 8 tours jusqu'à son abandon. Ah, mais il se doublé par tout le monde, hein. Il y a Hamilton, il y a Leclerc, il y a même Lando Norris, Daniel Ricciardo. Oui, voilà, Ricciardo aussi. Vettel, une Ferrari ne se fait pas doubler une Ferrari ne se fait pas doubler par une Renault normalement en rythme normal. Donc, il devait déjà avoir un petit problème mécanique. Et puis après, au 8e tour, ça a lâché. Mais encore une fois, la fiabilité chez Ferrari. Après, est-ce que ça leur est vraiment imputable cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà voir Ferrari out presque au bout de 5 tours, parce que Leclerc, lui, était déjà à 10 secondes. Déjà la course était presque tuée. Ouais, carrément. Et toi, Sofiane, un petit avis sur ce départ chaotique et ce bon départ d'ailleurs de Max Verstappen finalement. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, on gagne. Enfin, Verstappen gagne, pardon, une place au départ. Pour revenir à Vettel et globalement Ferrari, je me répète tout le temps. Je dis que je me répète tout le temps, mais il n'y a que Ferrari pour faire ça en fait. Ouais, c'est du Ferrari quoi. Il y a que Ferrari pour avoir une voiture qui casse sa suspension au bout de 8 tours, et l'autre pour quasiment prendre une seconde par tour. Il n'y a que eux. Ouais, d'ailleurs, Sachant que oui, vas-y. Sachant qu'à Mexico, ils ont un bon rythme. Au Japon, Vettel a un bon rythme aussi. Il arrive à suivre Mercedes. À Sochi, ils ont la meilleure voiture. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je comprends pas. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Est-ce que la question qui fâche, est-ce que la directive de Red Bull a eu une influence dessus? Enfin, la directive de FIA réclamée par Red Bull a eu une influence dessus. Ouais, avec cette histoire. Je pense qu'on aura la réponse au Brésil. Enfin, on aura
une partie de réponse au Brésil parce qu'il y a quand même 1,5 km de ligne droite, euh, principalement le secteur 3. Donc on verra bien ce que Ferrari fait là-bas, mais plus globalement, pardon, euh, cette course, c'est pour Ferrari, c'est en termes de points, c'est la pire, c'est 13 points. Donc c'est 12 points de Leclerc plus le meilleur point du tour en course, du meilleur tour en course. C'est catastrophique pour eux. Alors que en qualification, ils font 2 et 4, ce qui est plutôt pas mal. Et en course, ils sont nulle part en fait. Et c'est incompréhensible. En plus, C'est pour reprocher avec Guidito la semaine dernière au Mexique. Et on en revient aussi au sujet de la concurrence, c'est que si Ferrari n'arrive pas à régler ses problèmes en course, et notamment la stratégie de course, je pense sincèrement que ça va être très dur pour eux. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, ils ont un potentiel incroyable. Mais je pense que, Sofiane l'a dit tout à l'heure, ils ont un très bon moteur qui rivalise avec celui de Mercedes. Mais à chaque fois, il y a des erreurs. À chaque fois, il y a des erreurs. Ça en devient latent parce qu'ils ont tellement un gros potentiel qu'ils le gâchent comme ça. 13 points à cette période de l'année, avec cette voiture qu'ils ont, ce moteur, c'est tout simplement scandaleux de leur part. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Ferrari réclame pour 2020 que les points soient distribués le samedi et non plus le dimanche. Hein. Oui. Exactement. Belle petite blague. Sympa. Ah oui, non, mais à force. Mais c'est ce que disait Toto Wolff. Il faisait que dire Ferrari, ils ont une voiture pour le samedi, pas pour le dimanche. Oui, à force d'enchaîner l'épaule. Et c'est ça en fait. Champion du monde des qualifs ou des essais hivernaux. Parce que rappelez-vous les essais hivernaux, comment tout le monde voyait déjà Ferrari champion. Au final, depuis 5 ans à la fin. C'est comme Red Bull, on les vannait parce qu'ils étaient champions des essais libres, tu vois. Donc, Non, Red Bull, c'est champion de la deuxième partie de saison. Ah oui. Plus maintenant, mais oui, globalement, c'était ça. Ouais. Bref. En tout cas, ce qui s'est passé chez Ferrari, ça a fait que Mercedes a pris le contrôle de ce Grand Prix. Parce que du coup, il va se passer que Bottas et Hamilton vont prendre les devants. Il me semble d'ailleurs que c'est... Alors attends, si je me trompe pas, c'est Bottas qui s'arrête en premier chez Merco. C'est bien ça? Ouais, parce qu'il va y avoir un undercut avec Verstappen, je crois. C'est Verstappen qui s'arrête au 14e tour et Bottas qui s'arrête un tour après. Ouais, et du coup, ce sera l'un des premiers points de ce Grand Prix pour Mercedes, parce que finalement, ce Grand Prix sera totalement pris par Mercedes et par Max Verstappen. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle de la course de Verstappen, mais ce qu'on peut noter dans ce Grand Prix, c'est que finalement, bien que Mercedes nous ait offert une petite bataille interne pour pimenter la course, ce qui s'est passé à la fin de la course avec Bottas, c'était exceptionnel, mais c'est quand même l'un des Grands Prix les plus ennuyeux de la saison. Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Personnellement, je l'ai débriefé la semaine dernière, j'ai trouvé le Grand Prix du Mexique beaucoup plus ennuyeux que celui-ci. Le Grand Prix du Mexique, il n'y avait rien du tout. Vraiment, c'était fade, il y avait sans aucune odeur. C'était vraiment le pire Grand Prix depuis très longtemps. J'avais jamais vu un Grand Prix aussi nul. Mais celui-ci, effectivement, il était pas très bien. On s'ennuyait pendant le Grand Prix. Mais, comme tu l'as dit, il y a une petite bataille interne entre Bottas et Hamilton qui a pimenté entre guillemets la course et les derniers tours étaient jouissifs. Moi, j'ai kiffé regarder les 5 derniers tours de ce Grand Prix. La entre Bottas et Hamilton. Et avec Verstappen qui essaye de revenir derrière. Il y a vraiment eu une bataille à 2 au début entre Bottas et Hamilton, puis entre Hamilton et Verstappen. Et cette bataille à 3 m'a fait, entre guillemets, vibrer, et beaucoup plus que le Grand Prix du Mexique. Donc non, c'est pas le Grand Prix le plus ennuyeux de la saison pour moi. Et d'ailleurs, Mercedes qui a pris une stratégie différente pour les deux pilotes. C'est-à-dire que Hamilton, il a fait qu'un seul arrêt, Bottas, il en a fait 2. Ils se sont amusés à faire ça juste pour le Grand Prix, c'était sympathique. Je sais pas s'ils sont amusés à faire ça. Grand Prix plus ennuyeux, peut-être pas, mais j'avoue que c'était pas non plus trépidant. Par contre,
je dirais que c'est Verstappen en fait qui, de manière indirecte, a dicté la course ou a dicté les stratégies parce que je pense que Bottas et Hamilton voulaient faire un arrêt, sauf que Mercedes n'a craint qu'un homme durant le Grand Prix, c'était Verstappen. Qu'il fasse un undercut sur Bottas, du coup ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté au 15e tour, un tour après. Ça a failli marcher à 300 mètres près et je pense que ça aurait changé la phase de la course. Mais comme ils sont restés sur un plan initial avec Hamilton, et du coup, ça nous a donné cette fin de course un peu pimentée, l'un en 2 arrêts, l'autre à 1 arrêt. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Bottas, pour une fois, devait doubler pour gagner et non pas avoir la victoire qui lui tombait du ciel en partant au départ. Et il l'a fait. Donc, C'est ce qu'on veut des fois. bah oui, on a envie de voir des victoires qui jouent sur la piste, pas forcément dans les stands, ou on n'a pas envie de voir une victoire qui joue dès le départ avec un mec qui s'envole parce qu'il est trop fort. Là, Bottas, c'est la première fois de sa carrière et qui gagne le Grand Prix en faisant le dépassement victorieux. Il devait le faire à Monza, on l'a vu, on a son manque d'agressivité. Là, il a été bon. Donc, bravo à lui aussi. C'est un progrès en plus. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu as pensé de cette surdomination de Mercedes, cette victoire de Bottas? Déjà, pour revenir globalement par rapport à comment dire à l'ennui de ce GP, déjà, on fera jamais pire que la France, je pense, cette saison. Mais c'était vraiment pas très intéressant, on va dire. Les seuls trucs intéressants de ce Grand Prix, c'est les coups stratégiques de Verstappen, donc les 2 undercuts qu'il a tenté sur Bottas, même si pour moi c'était quasiment mission impossible, mais c'est déjà bien essayé. Et après la bataille en fin de course, Bottas Hamilton, où c'est vrai, comme Thomas l'a dit, Bottas fait enfin ce qu'il faut pour doubler sur la piste, même si les pneus d'Hamilton étaient vraiment morts. Et par rapport à ça, justement, en fait, c'est comme ce qu'on disait en Hongrie. À partir du moment où Mercedes, ils sont à partir du moment où Red Bull est tout seul avec Verstappen, Mercedes peut se permettre de faire 2 stratégies différentes. Donc avec Bottas qui suit la stratégie de Verstappen en faisant 2 arrêts, et l'autre avec Hamilton qui en fait qu'une seule. Donc non, globalement Mercedes, on va pas dire qu'ils se sont amusés parce qu'il fallait suivre la stratégie de Verstappen, mais voilà, c'était un Grand Prix plutôt facile pour eux. Et encore une fois, bravo à Bottas. Dommage que cette belle victoire arrive en même temps que le titre Hamilton parce que le titre éclipse un peu cette belle prestation. Mais voilà tout ce que j'ai à dire sur cette bataille entre Verstappen et les Mercedes. D'ailleurs, je pense, c'est juste une théorie, mais je pense que si Verstappen s'arrête au bout de 14 tours, c'est parce que justement, pas forcément parce qu'il veut être honnête, plutôt parce qu'il pense que de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il est en train de commencer à perdre du terrain à ce moment-là sur Bottas et Hamilton est en train de revenir sur lui. Et au final, ouais, voilà, il n'a pas le choix. Et du coup, faire entraîner l'arrêt de Bottas et après, Hamilton, lui, est resté sur son plan. Et en tout cas, bravo à Merco parce que c'est quand même la seule écurie du plateau qui peut se permettre de faire 2 stratégies différentes et de finir premier et deuxième, et en plus de nous animer le Grand Prix à eux tout seuls. Donc bravo à eux pour ça, bravo à Bottas, et bravo à Verstappen aussi parce que c'était vraiment le seul homme qui pouvait de plus ou moins loin rivaliser avec Mercedes ce week-end. Enfin, ce dimanche. Après, Hamilton a quand même été chanceux de finir 2e, je pense. Parce que si les freins de Magnussen cassent pas, je pense sincèrement que Verstappen fait 2e. Je sais pas vous, mais Il était à une seconde, ouais. j'en suis quasiment sûr. Donc C'était- encore une fois, on n'a pas parlé de ça, mais c'est pardon. Je pense que Toto a payé Gunther en coulisses pour les freins de Magnussen. Non, mais voilà, après, c'est comme toujours par rapport à Hamilton, il a toujours ce petit brin de chance là. C'est Magnussen c'est les freins de la Haas de Magnussen qui lâchent complètement et qui provoquent un double drapeau jaune sur la ligne droite. Donc, sans ça, je pense que Verstappen aurait été 2e, mais voilà, en tant que fan de Red Bull, c'est plutôt un bon week-end de terminer à 5 secondes du vainqueur. Et
On aurait, je pense, C'est la dû être deuxième. C'est la chance du champion, hein. Hamilton qui l'a encore, enfin, qui encore non, mais je veux dire, c'est aussi partie de son de champion du monde, on va dire. Oui. On dirait le Ah, mais mec Victor Hugo, il la provoque. Enfin, le reflet du talent. la chance, elle vient pas comme ça, donc forcément. Oui, mais Voilà, enfin, c'est- on va dire c'est quand même que, comme par hasard, au moment où sa stratégie, qui était un petit peu audacieuse peut-être, allait foirer pour faire deuxième, il a un peu de réussite que finalement Magnussen se plante, enfin Magnussen se plante, les freins de Magnussen le plantent, et que finalement c'est drapeau jaune à l'endroit où Verstappen pouvait doubler Hamilton, et que finalement c'est statu quo et que Verstappen reste derrière Hamilton. C'est aussi ça un peu la chance de champion. Je sais pas s'il oui, provoque complètement. ça quand même. Effectivement, mais après ça arrive, hein. Ça arrive comme je vous l'ai dit. Alors en parlant de Red Bull, donc Verstappen qui est sur le podium, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la course d'Alexander Albon. Albon qui au départ a eu un contact avec Carlos Sainz, mais ça c'était bon, visiblement c'était pas de sa faute, hein, puisque Charles Leclerc avait pris toute la place aussi, donc voilà, ça a provoqué un arrêt au stand prématuré pour Alexander Albon. Il va quand même terminer à la 5e place de ce Grand Prix. C'est 6e, non, c'est 5e? 5e, vous m'avez dit? Cinquième. 5e, ouais. Voilà, Cinquième. je l'ai Ouais. bien dit. 5e place pour Alexander Albon. C'est exceptionnel quand même de la part du pilote thaïlandais. C'est ce qu'on demande également chez Red Bull, hein, en tant que pilote numéro 2. C'est bien, ça fait le café, quoi. Et en plus, il est driver Bah, avec moi, Ferrari. moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce Aïe, que aïe, pour moi, aïe, aïe, aïe. pour moi, c'est juste son taf. Je veux dire, enfin, non, il fait même pas son taf. Son vrai taf, ce serait d'être sur cette course-là, ce serait d'être devant Leclerc et d'être quatrième. Moi, je suis désolé, mais Mais c'est pas sa faute. je veux bien que ça pas de sa faute, mais il a qu'à mieux se qualifier. Il a qu'à pas se qualifier à 8 dixièmes pour être empêtré dans les soucis du premier virage. Je veux dire, Il est pas à 8 dixièmes, il a 5 dixièmes. c'est pareil. Pourquoi parmi, Ah non. Ah non. pourquoi parmi les 3 écuries de tête qui ont 6 pilotes, pourquoi c'est le seul numéro 2 qui rivalise pas avec son coéquipier? C'est pas Parce normal. que c'est un rookie. Non, mais Mais je veux bien, mais Bottas aussi, c'était un rookie et pourtant il rivalise plus ou moins avec Hamilton. Oh, attends, tu Il a peux fait pas des ça, bons quand même, rookies. plusieurs années. Il a fait 4 ans chez Williams. Thomas, Il a- regarde, Pierre Gasly. Non, avec quand même, non, les- Albon, c'est sa 19e course en F1. Faut se rappeler qu'il y a un an, il y a un an, il avait pas mis son Et le- poste et le- arrière dans une F1. Un rookie alors, c'est pas un genou par rapport à Vettel? Mais Mais C'est pas attends, un Thomas, genou? regarde. Avec la même voiture, Gasly il a fait 2 top 5 et lui il en fait 4 d'affilée, Albon. Tu peux pas mais dire voilà, vraiment que Je c'est pas compare pas avec Gasly. Je compare juste qu'on nous survend ses courses. Parce que moi, je suis désolé, il fait juste son taf. Il fait Mais juste non. son taf. Et en, en étant honnête, son seul problème, en étant il est honnête, un meilleur. son seul, vas-y. Moi, j'aimerais bien qu'il ait un meilleur rythme en qualification et qu'à toutes les courses, il soit pas obligé de se retrouver dernier au premier tour, puis d'un coup d'enchaîner des dépassements DRS pour finir 5e, mais à 35 secondes de Verstappen sans jamais avoir été dans la course, et dire oh là là, quelle course extraordinaire de Alexander Albon, vraiment quel crack, on n'a jamais vu ça en Formule 1. Mais il est meilleur que Gasly déjà. Ah oui, bon, ça, Mais- c'est un débat. C'est un débat. Ça, c'est Je dit. compare même pas avec Gasly, je compare juste avec le travail qu'il devrait faire. Ah oui. Le travail qu'il devrait Après, faire. après en course, enfin, en oubliant le premier tour, en course, il est vraiment bon. Il y a aucun problème avec ça. Son seul problème, c'est les départs en fait. À chaque fois, il se fait avoir par une McLaren. À chaque fois, il est victime. Par exemple, je À prends un chaque fois. exemple, juste. Pardon? Combien de fois depuis qu'il est chez Red Bull, vous vous êtes dit de là, ce Grand Prix-là, il aurait pu faire podium? Moi, une fois, peut-être à Singapour. Mexique. Mexique, ouais. Mexique, il aurait dû être sur le podium s'il avait fait qu'un arrêt. Ouais, mais C'est Red Bull qui se plante complètement sur la stratégie. Et à l'image de Leclerc également. Ah oui, mais totalement. enfin, c'est la troisième meilleure écurie du plateau. Moi, c'est pas que je compare avec Gasly ou qu'il est moins bon, qu'il est meilleur ou je sais pas quoi. C'est juste qu'on ne survende pas ses courses
Et ses stats d'ailleurs et il a marqué plus de points que Verstappen sur la deuxième partie de saison sont totalement en trompe-l'œil. Il est quand même très loin de son niveau. On le voit en qualif, je veux dire. C'est aussi un révélateur les qualifs. Il fait les mêmes temps à Suzuka. Ouais, ils font Oui. le même temps à Suzuka, effectivement. Un circuit, un Grand Prix sur 8. Oui, mais un Grand Prix sur 8, pardon, un Grand Prix sur 8, alors que Gasly, en un Grand Prix sur 12, sa moyenne, son retard moyen en qualification, c'était 9 dixièmes, quoi. Le problème, c'est que tu veux comparer avec Gasly, mais moi, je veux pas comparer avec Gasly. Je veux juste comparer avec le travail normal d'un deuxième pilote Red Bull. Ou alors, pourquoi alors, moi, je pose la question autrement. Pourquoi Red Bull ne veut pas performer au championnat constructeur et jouer tout que sur un seul pilote? Mais parce que, bon, pardon, Un crack parle, puisqu'on parle de ça, t'as bon, excusez-moi les fans de Leclerc qui nous écoutent, mais t'as le meilleur pilote depuis Hamilton chez toi. Il faut absolument tout faire pour qu'il gagne, pour optimiser sa chance. Enfin, D'accord, mais est-ce que c'est une raison que je demande, mais même un dixième, c'est pas possible? C'est pas possible. Enfin, Red Bull a quand même 300 budget. Ils ont le droit d'avoir deux voitures correctes. C'est quand même la troisième écurie du plateau. C'est une écurie qui est ambitieuse, qui dit, d'ailleurs, c'est Verstappen qui réclame, oh non, on veut jouer le titre, on veut jouer le titre. Pas une écurie qui joue le titre, ça a deux voitures performantes. Je suis désolé. Ça n'a pas une et demie. ah, mais la deuxième voiture est performante. C'est juste que Albon, Bah, c'est sa première année et on le prépare pour 2020-2021. Ouais, voilà. Déjà, il faut savoir que normalement, la deuxième place Red Bull devrait lui être réservée pour l'année prochaine. Oui, il n'y a rien à dire. Et à la limite, il a les résultats qu'il faut. Mais je trouve que vous n'êtes pas assez exigeant sur lui. Après, je suis d'accord. Après, Par exemple, le nommer Driver of the Day, alors qu'il fait juste 15 dépassements DRS, que c'est juste normal qu'il soit 5. Et c'est normal, mais en même temps, mais c'est ça qu'on aime. Et ben, Bottas, ça, ce serait pas Bottas, par exemple. Pourquoi ce serait pas Ricciardo? mais là, Thomas, ce que tu pointes, c'est la logique du driver of the day. Oui, C'est bon. pas, enfin, moi personnellement, j'y tiens pas compte. C'est, Bah, c'est limite, Je vous c'est rappelle, limite. je vous rappelle que C'est vrai. Kubica a été Driver of the Day, hein. Enfin, Oui, ça, c'était un truc, c'est pas la même chose. Ça, c'était un troll, mais bon, enfin voilà, c'est les internautes qui font ce qu'ils veulent, et pour moi, c'est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que Marco et Horner, ils vont pas se dire, ah super, Albon a été driver of the day aux USA, donc on va le maintenir. Après Thomas, par rapport à ce que tu disais, oui, normalement, Albon, il doit faire 4 devant Leclerc. Oui, voilà. C'est juste, c'est juste, C'est pas c'est forcément juste, critiqué. il prend un mauvais départ. Le seul truc où il doit absolument, euh, être meilleur, c'est dans ses départs. Et peut-être en qualification, essayer de mettre une Ferrari ou une Mercedes derrière, parce que je rappelle quand même, depuis Mexique plus États-Unis, la meilleure voiture en qualification, c'est la Red Bull de Verstappen, bref, ça c'est dit. Non, mais enfin, c'est vraiment le départ, mais après, en course, il n'y a aucun problème. En essai, il fait le taf, même si c'est dommage que Albon doive découvrir les pistes. Mais bon, c'est sa première année. C'est pas que je critique son talent ou je critique ses perfs. Enfin, je dirais qu'on ne survende pas un truc où c'est 15 dépassements DRS, 15 dépassements DRS qu'il est obligé de faire parce qu'il s'est mis dans la merde ou en qualif ou au premier tour. C'est juste ça. bon, bah en tout cas, si on peut dire juste un petit mot sur Alexander Albon, voilà, c'est une 5e place, c'est plus, voilà, même si voilà, il est derrière Charles, pour moi, c'est franchement un bon résultat. Bon, c'est vrai que avec ce que tu as dit, Thomas, c'est vrai que on aimerait voir plus, mais voilà, c'est comme ça, c'est une 5e place pour Alexander Albon. J'aimerais qu'on fasse un petit tour des écuries, du reste des écuries, parce que c'est vrai que dans ce podcast, on ne parle pas forcément du reste, du best of the rest, hein, comme on dit. J'aimerais qu'on commence par l'écurie Renault, parce que Renault ce week-end a été plutôt génial, voilà, c'est depuis Suzuka, depuis l'histoire qui s'est passée à Suzuka, la disqualification des Renault, on les voit, elles sont en train de revenir et c'est excellent parce que Daniel Ricciardo
va terminer 6ème de cette course. Il est devant les McLaren. Nico Hülkenberg est 9ème. Voilà, ça fait des points. C'est ce qu'on demande un petit peu chez Renault, hein, avec cette saison, première partie de saison difficile. C'est bien. Franchement, on sent que Renault a pris un peu des couleurs à Austin. Bah, ce que j'aime bien surtout, c'est Ricciardo. Parce que je le trouve plus motivé, ou en tout cas peut-être plus impliqué en cette fin de saison. C'est comme le Mexique après les qualifs où il n'était pas content d'être éliminé 11e ou 12e, je crois. Mais ça veut dire qu'il sentait quelque chose de positif, qu'il avait le potentiel de faire quelque chose. Ça voulait aussi traduire ça. Donc, moi, j'ai aimé la course de Ricciardo. Il commence enfin à devenir vraiment leader de son écurie, à dominer Hülkenberg totalement. Après, oui, le développement a sûrement joué un peu. Parce que Renault a quand même du budget et forcément, c'est quand même normal qu'il revienne au niveau de McLaren. Mais malgré tout, j'aimais surtout, il y a des stratégies, des idées originales dans les stratégies. On se souvient du Mexique la semaine dernière où Ricciardo avait tenté 50 tours en dur et c'était une bonne idée. Là encore, ils étaient plutôt inspirés. Donc franchement, j'aime bien ce qu'a fait Ricciardo, j'aime bien ce qu'a fait Renault. Surtout sur un circuit sur Austin, ça veut dire quelque chose quand même de rivaliser avec les McLaren. Excellent. Toi, Sofiane, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces Renault qui étaient plutôt en forme, hein, ce week-end? Ouais, en forme, et comment dire, c'est pas étonnant, mais enfin, si on m'avait dit avant le Grand Prix que, que Renault allait marquer plus de points que le McLaren, j'aurais pas cru. Euh, donc c'est vraiment positif pour eux. C'est un peu trop tard parce que je pense que si s'étaient réveillés un peu plus tôt, je pense que ils auraient peut-être pu aller chercher la quatrième place, même si bon, McLaren est quand même toujours très très forte. Ils ont pris une option, ils ont pris une option sur la 5e place au championnat. Et Ils vont l'être à mon avis, ils vont l'être. Ah oui, oui, il oui, faut oui, l'être, hein. oui, oui. Il manque plus qu'à confirmer quoi, mais ils ont voilà. C'est mais c'est encore une fois, c'est Renault en fait. C'est pas ce qu'on attendait, mais il y a quand même Du quelques mieux. il y a quand même quelques signes positifs et c'est toujours bien pour l'année prochaine, sachant qu'en plus Renault remet enfin comment dire, Renault refait tout L'écurie. dans son département aéro. Ouais. Ouais, ils ont recruté Pat Fry, l'ancien de Exact, Mercedes. exactement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, ça y est, ils commencent à revenir vraiment au niveau. L'année prochaine, règlement stable. Moi, je veux voir Renault d'entrée être au niveau de McLaren. Je veux les voir rivaliser toute la saison avec McLaren. C'est hors de question de les voir en difficulté comme ils l'ont été toute la première partie de saison. Là, on va dire depuis même Monza, on va dire globalement c'est mieux. Et sur des circuits moteurs et sur des circuits un peu plus d'appui complet comme Austin, je veux que ça continue. Il faut qu'ils restent sur leur dynamique l'année prochaine. Non. Mais en tout cas, ça te fait plaisir de voir du mieux, de voir un Ricciardo motivé, de voir un Ricciardo leader. Hülkenberg, c'est vrai que l'année prochaine, il sera à mon avis plus là en F1, mais il est quand même là, il fait quand même. Donc c'est bien. Et toi, Nikos, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Renault? Leurs performances ont été très bonnes ce week-end. À l'image de leur dernière sortie, on peut dire. Même si elles ont été disqualifiées à Suzuka, elles ont montré qu'elles avaient les capacités de faire de grandes courses. Et ouais, bah moi je peux être que confiant pour la suite pour Renault. Il y a Esteban Ocon qui arrive. Ouais, n'oublions pas. Bon, je le connais, mais bon, il sera à Renault. Et je pense que pour l'année prochaine, c'est de très bon augure pour l'écurie française. Et bah, moi, en tant que Français, et Cocorico, Patriote et tout, j'espère que Renault sera capable l'an prochain bah, peut-être, il faut être ambitieux de finir devant McLaren au constructeur, en étant quatrième, en tant que quatrième équipe du circuit. D'ailleurs, au fait, la disqualification de Renault à Suzuka, ça leur a aussi peut-être mis un coup de pied dans le derrière. Ouais, carrément. Ah bah alors là, ça les a boostés de ouf, hein. On les a vus au Mexique là, et là, ce week-end à Austin, ça leur a fait un peu de bien. Donc Ouais. voilà.
Mais c'est bien pour l'écurie française. Ben justement, parlons un petit peu de McLaren. Pas trop de choses à dire, alors à part que si il termine enfin derrière Ricardo, ça reste quand même une course solide pour les McLaren. Hein. On les voit souvent dans ces positions-là. C'est tout quand même bien. Lando Norris qui d'ailleurs termine devant Carlos Sainz pour une fois. Voilà. Excellent Bah, départ de McLaren. Excellent. Je marque mes mots. Excellent départ de McLaren. Oui, exactement. mais on va se répéter sur quasiment tous les week-ends, à part le week-end dernier. Mais ouais, McLaren, course solide, impeccable. Ils sont réguliers, ils sont bons depuis quasiment le début de la saison. Ils vont finir quatrième du championnat, c'est totalement logique. Donc bravo. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire de nouveau sur McLaren. Si c'est bien que pour une fois, ils fassent un tir groupé, parce que d'habitude il y avait que Sainz dans les points, là il y a les deux dans les points, donc ça c'est bien. Bravo à McLaren Et des, pour la régularité des performances. ah bah, totalement. Et des, et des points pour Lando Norris, hein, parce que ça fait quelques grands prix qui galèrent un petit peu le pauvre rookie, bien qu'il soit sur les réseaux et tout ça, mais il faut quand même aller chercher des points. Parlons un petit Pas eu de peu. réussite, il n'avait pas eu de réussite la semaine dernière non plus. Hein. Ah, Il bah n'avait pas oui, été aidé. en tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance. Mais bon, là, ça lui a souri. C'est très très bien pour le jeune Britannique. Parlons un petit peu de la course des Racing Points. Tiens, on va changer un petit peu d'écurie. On va partir sur Racing Point. La 10e place pour Sergio Perez. Donc c'est quand même bien. Une bonne petite course hein, pour le Mexicain. Et malheureusement, ce qui s'est passé au dernier tour avec Danny Kiat, ça l'a pas trop aidé. Mais ça a quand même, il est quand même resté dans les points. Quoi. Bah, déjà, il faut souligner qu'il est parti des stands après Oui, sa parti des lignes. disqualification. Voilà, après sa disqualification, donc le déqualif. Donc, quand tu pars des pits, que tu termines dixième pour point, que tu marques un point, c'est pas mal, on va dire. Il a été bon sur la fin. Il a été bon sur la fin de course. Hein, il double Gasly dans les derniers tours. Il se fait rentrer dedans effectivement un peu par Kiat, mais bon, encore heureux, on en reparlera après. Kiat a été pénalisé. Et puis il se comporte enfin un peu en leader. Enfin, ça fait 2-3 courses de suite qu'il enchaîne. Il a fait un très bon Grand Prix à domicile la semaine dernière. Au Japon, il était dans les points, même s'il n'aurait pas dû l'être à cause du truc, à cause du problème électronique du drapeau damier. Mais bon, de toute façon, il avait été là toute la course. En Russie, il avait été dans les points aussi, donc il enchaîne. Perez, Racing Point enchaîne. Et finalement, comme l'année dernière, ouais, c'est un peu aussi les champions des deuxièmes parties de saison, Racing Point. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce que il me semble qu'on avait dit lors de la review de mi-saison, c'est-à-dire que Racing Point, ils ont une puissance, comment dire, ils ont une puissance financière que c'est restreint quand même par rapport à Ferrari, Mercedes, Red Bull, mais quand même par rapport à Alfa Romeo, par rapport à Haas, par rapport à Toro Rosso, Toro Rosso, oui. Williams. Et allez, je pense qu'ils sont comme Renault, on va dire, avec Papa Stroll qui balance l'argent, mais enfin, on savait que Racing Point, même ils avaient une voiture qui était pas forcément bien née, qu'ils allaient revenir très fort dans ce championnat. Et non, c'est vraiment bien. Pérez, il retrouve vraiment des couleurs, c'est vraiment bien pour lui. C'est quand même un très bon pilote de ce plateau. Et non, ça fait plaisir pour Racing Point. C'était plutôt insignifiant en première partie de saison, mais là, ils sont bien revenus. Et attention en 2020, s'ils continuent le développement, ça pourrait aller continuer de jouer avec Renault et peut-être aller chercher McLaren si ça se passe très très bien pour eux. Ouais, un peu optimiste quand même. Je pense pas qu'ils vont aller chercher Renault McLaren, qui ont une entité plus solide et qui ont deux pilotes bien plus solides, mais Non mais oui, il faudrait que ça se passe très bien pour eux, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, c'est la seule équipe qui puisse concurrencer Renault et McLaren. ils reviennent à leur place. Ouais. Pour terminer un petit peu sur ce Grand Prix, on va parler des Alfa Romeo et des Toro Rosso. Voilà, on va un peu parler du fond de la course. Hein. Kimi Raikkonen
et Antonio Giovinazzi qui ont terminé respectivement 11e et 14e. Voilà, c'est 100 points, 100 points pour Alfa Romeo, mais également un 100 points pour Toro Rosso. Et ça, c'est vraiment le plus étonnant finalement, parce que Toro Rosso ces derniers temps était plutôt pas mal. Et là, il y a eu un truc. Je sais pas ce qui s'est passé franchement pour que ça arrive, parce que on voit que Danny Kiat merde un petit peu encore. Voilà, une nouvelle fois, c'est catastrophique. Et Pierre Gasly, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il a eu un souci également. Hein. Il y a eu un souci en fin de course. Ouais. Maintenant, donc, faisons dans l'ordre. Alfa Romeo, Alpha Vacances. Ouais, Ça fait quand même. La dernière fois qu'ils ont marqué des points, c'était Singapour. Giovinazzi et Raikkonen, la dernière fois, c'était en Hongrie. Donc, Raikkonen, il y a un moment, j'ai cru durant le Grand Prix qu'il avait peut-être arraché un point, qu'il allait faire un truc, qu'il avait pris un bon départ. Mais après, cette équipe, je pense aussi, on rigole depuis la Belgique, souvent on dit Alpha Vacances, mais je pense tout simplement que de toute façon, ils n'ont pas les moyens financiers et le développement. Non, mais... Ils n'ont pas tenu la cadence de Renault McLaren. C'est une réalité. Moi, je pense qu'ils étaient pas prêts. Ils n'ont pas tenu la. Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas prêts, mais c'est qu'ils n'ont pas tenu la cadence de Renault McLaren en développement. Et forcément, déjà, tu as Mercedes, Ferrari, Red Bull, c'est Renault McLaren, forcément, tu n'es plus dans les points. Et même Racing Point, tu es en train de leur passer devant. Donc, Raikkonen a beau être le pilote d'expérience qui peut apporter plein de choses à l'écurie. Malgré tout, Alfa Romeo reste une écurie au petit budget. Et ils vont avoir 26 points. Donc, ils vont avoir moins de points que l'année dernière. Donc, voilà. Raikkonen, il peut pas faire des miracles. En plus, il semble un peu moins motivé. Donc, c'est le recul de Alfa Romeo n'est que logique, finalement, au classement. Donc, et pour ce qui est de Toro Rosso, alors? Et pour ce qui est de Toro Rosso, Gasly est paradoxalement, c'est assez surprenant, c'est assez étonnant, mais il est quand même bien plus à l'aise dans la Toro Rosso que dans la Red Bull. Il fait une très bonne course pendant 53 tours, et après, il est 8e, 9e, je crois. Il a la bagarre avec Perez et avec la McLaren de Norris à un moment donné, à moins de 5 tours de la fin. Mais malheureusement, je crois qu'il a plus de pneus, et en plus, sa suspension a cassé. Il y a eu C'était la suspension, ouais. Ouais, il y a eu un contact avec Perez, je crois, qu'on n'a pas vu en direct. Mais c'est dommage parce que, pour le coup, il est encore largement au-dessus de Daniel Kiat, qui lui, par contre, semble avoir été totalement déprimé qu'on ait promu Albon et pas lui chez Red Bull, et qui ne fait plus une bonne performance, pareil, depuis le retour des vacances. Donc, bien Gasly, même s'il marque pas de points, bien Gasly, parce que il est largement au-dessus chez Toro Rosso, ça lui assurera au moins son baquet chez Toro Rosso l'année prochaine. Et pas bien Kiat, qui non seulement est déprimé, démotivé, et en plus fait n'importe quoi, après l'accrochage débile sur Hülkenberg au Mexique, l'accrochage débile sur Perez aux États-Unis dans le dernier tour à chaque fois. Rien à dire de plus. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de Alpha et de Toro Rosso? Alpha, c'est clairement une perte de vitesse, perte de rythme. Les deux pilotes dehors en Q1, c'est pas incroyable, mais c'était ce qui a été attendu, je pense. Après, en termes de rythme de course, ils sont plutôt bien revenus, notamment Raikkonen, mais je pense que c'est la voiture qui montre clairement ses limites. Et comme l'a dit Thomas, c'est le budget serré d'Alfa Romeo qui montre ses limites par rapport à Racing Point, McLaren et Renault. Et concernant Toro Rosso, c'est quand même positif, je pense, parce que eux aussi, ils n'ont pas le budget de McLaren et Renault. Et se battre avec eux, notamment Gasly, c'est vraiment positif. Ça fait vraiment plaisir de voir Gasly se battre et faire des bonnes performances. Bon, là, il a été malchanceux parce que sa suspension a lâché à 3 tours de l'arrivée, il me semble. Et Kiat, qui nous fait une Kiat au dernier tour face à Perez, il essaye de le doubler. Il lui détruit l'aileron avant et 5 secondes de pénalité comme au Mexique, c'est vraiment dommage.
parce que Toro Rosso a une bonne voiture en course, en qualification également. C'était la troisième Q3 d'affilée de Gasly, c'est quand même pas rien. Motor Honda, bref. J'ai quand même l'impression que Gasly porte l'équipe un peu à lui tout seul, hein. Parce que Ah, bah, il est en train de mettre une pile à Daniel Ricciardo depuis qu'il est retourné chez Toro Rosso. C'est Oui. assez hallucinant. Oui, complètement. C'est étonnant, mais c'est quand même bien pour Gasly. Je pense que bon, il va faire une année chez Toro Rosso en 2020 et je pense qu'il va partir du giron Red Bull en 2021, mais c'est quand même positif qui montre quand même qu'il s'est piloté encore. Et après, on peut parler d'une dernière chose aussi pour Alfa Romeo. Déjà, effectivement, on parlait du budget. Je pense que le plafonnement un peu des fonds en 2021, ça va faire un peu de bien pour ces petites écuries-là. Et puis Giovinazzi aussi, qui a été prolongé d'un an supplémentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. oui, ça c'est Perso, attendu. ouais, c'était attendu. Ça bouche une porte de plus pour Hülkenberg. Et après, perso, ouais, je le trouve pas extraordinaire, mais bon, au moins, il a de l'expérience. Donc, un duo stable pour Alfa Romeo, ça fera pas plus de mal l'année prochaine. Ouais, c'est un petit jeune, Giovinazzi, il a 24-25 ans. Hülkenberg, il a 32-33 ans. Je vois pas l'intérêt pour Alfa Romeo de prendre un gars expérimenté comme Hülkenberg. Oui, de toute façon, ils ont Raikkonen, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ils ont Kimi Raikkonen, un gars expérimenté. Après, s'ils ont un mec qu'ils attendent vraiment de promouvoir, c'est Mick Schumacher. Mais ça y est, c'est trop tôt pour le promouvoir. Donc, on est dans le giron Ferrari. Donc, On va rester comme ils l'ont fait avec Leclerc, c'est plutôt une écurie de plateforme pour former les petits jeunes afin de leur permettre d'aller chez Ferrari. Enfin, je pense pas que Giovinazzi ira chez Ferrari, même si c'est un Italien et on connaît la fibre italienne de la Scuderia, comme la fibre thaïlandaise de Red Bull avec Albon. Mais je pense pas que Giovinazzi ira à Ferrari. ouais, c'est logique. Je suis d'accord. C'est vrai, je vous rejoins totalement là-dessus. En tout cas, voilà, je pense qu'on a un peu parlé de Toro Rosso et d'Alfa Romeo. Bon, rien à signaler de plus à part As et ce terrible abandon de Kevin Magnussen. Bon, moi perso ça m'étonne pas et en plus ils sont à la maison donc c'est cata et c'est pas bon pour l'équipe non plus, hein, vous me direz. Je vous propose qu'on passe au top flop de ce Grand Prix. Petit tour de table. Tiens, Thomas, commence. Top. Alors, Bottas, on pourrait parler du petit Hamilton, mais bon, ça en a parlé. Bottas, donc, qui va chercher la victoire lui-même. J'ai aimé que c'est lui-même qui aille combattre pour ça, pour aller chercher la victoire. Ricciardo et Renault dans son ensemble. Et Perez, ça c'est mes tops. Ricciardo et Perez solide. Et flop, le rythme de course catastrophique des Ferrari, mais j'ai aussi des Alfa Romeo, j'ai mis. Ensuite, j'ai mis l'ennui, parce que globalement, c'était quand même pas la course de l'année, malgré tout. Et puis ensuite, j'ai mis la potentielle bataille Verstappen-Hamilton, qui nous a été gâchée par la sortie de piste de Magnussen et le drapeau jaune. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'on aurait pu avoir un combat assez agressif. Et je suis sûr que Verstappen aurait pu passer Hamilton, donc c'est dommage. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de spectacles. Un potentiel, c'est dommage. Ouais, clairement. Et toi, Sofiane? Alors, mes trois tops, donc en 1, je dirais Bottas, quand même, c'est vraiment, pour moi, il montre qu'il peut faire des gros week-ends comme ça maintenant, à lui de les aligner régulièrement. En 2, je dirais le rythme retrouvé de Red Bull. Clairement, comme disait Verstappen après les qualifications, je pense que Red Bull est revenu à son niveau, donc Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie et tout. Comme je l'avais dit, c'est la meilleure voiture des 2 dernières qualifications. Et en course, finir à 5 secondes de Bottas, c'est quand même très positif. Et ensuite, je dirais Renault, mais quand je dis Renault, c'est surtout Ricciardo qui s'affirme vraiment leader de Renault et c'est ce pourquoi il a été recruté. Donc c'est vraiment positif pour l'équipe française. Ensuite, en flop, comment ne pas dire Ferrari?
On s'attendait à bien mieux que ça. Et ensuite en 2, je dirais Kiat quand même, parce que ça fait 2 fois d'affilée qu'il coûte des points à Toro Rosso, des points importants pour la 5e place, la 6e aussi, parce que je pense qu'ils vont terminer 7e, donc c'est vraiment dommage de, de faire ça. Et ensuite, mon 3e flop, c'est, comme l'a dit Thomas, c'est globalement l'ennui et le fait qu'on nous ait privé de la bataille Verstappen-Hamilton. Bien. Et toi, Nikos, tes top flops? Bah, pour pas être trop long, je vais faire un top et un flop. Vas-y. Mon top, c'est Lewis Hamilton. Je voudrais le féliciter pour sa saison qui a été incroyable et qui est aujourd'hui couronnée de succès. Et bah voilà, il a été champion du monde aujourd'hui et c'est amplement mérité pour nous. Et mon flop, c'est les Ferrari, encore une fois. Hein. C'était mon flop la semaine dernière. Et la suspension de Vettel a lâché malheureusement. Et ça leur plombe la course. Et Leclerc n'a pas été en mesure de bien rouler, excusez-moi, et de faire une belle course. Donc voilà. Mon flop, c'est Hamilton, bravo à lui. Et mon flop, c'est les Ferrari, encore une fois. Bien, et bien voilà. Et bien pour ce qui est de mes tops et des flops, alors c'est simple. Mes tops, Valtteri Bottas, exceptionnel. Lewis Hamilton qui est champion du monde. Ricardo qui est dans les points, qui a tenu, qui a tenu tête au McLaren, qui est vraiment le patron de Renault. Pour ce qui est des flops, je suis totalement d'accord avec vous. Je vais mettre les Ferrari avec Charles Leclerc qui était absent de ce Grand Prix, fantôme qu'il est. Vettel, voilà, qui a cassé ses suspensions. Et puis un petit peu l'ennui de cette course, malheureusement, qui a été, normalement, on aurait dû avoir une bataille Verstappen-Hamilton, mais voilà. On peut remercier donc Kevin Magnussen et ses plaquettes de frein. Est-ce Oui. que ce ne serait pas Charles Casper? Ah, bah, peut-être. Peut-être, ouais, parce que vu que c'est un. Ouais, bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair que Leclerc a été un fantôme sur cette course. Je propose qu'on passe au. Alors, d'abord, le classement de cette course avec Valtteri Bottas, donc vainqueur devant Lewis Hamilton, Max Verstappen 3e, 4e Charles Leclerc, 5e Alexander Albon, 6e Daniel Ricciardo, 7e Lando Norris, 8e Carlos Sainz, voilà les deux McLaren dans les points, 9e Nico Hülkenberg et la 10e place pour Sergio Perez. Maintenant, on va passer au classement du championnat du monde. Donc, Lewis Hamilton qui est champion du monde pour la 6e fois de sa carrière, 381 points. Voilà, c'est fait. Il reste 2 grands prix. Voilà, c'est donné. Valtteri Bottas qui va terminer vice-champion du monde. Voilà, ça aussi, c'est fait, c'est donné. Normalement, hein, c'est clair. Charles Leclerc, d'ailleurs, qui est 3e de ce championnat du monde, pardon. 4e, Max Verstappen. 5e, Sébastien Vettel, 6e Alexander Albon, 7e Carlos Sainz, 8e Pierre Gasly, 9e Daniel Ricciardo et 10e Sergio Perez. Une petite question avant de terminer ce podcast sur la 6e place du classement du championnat qui nous a été posée par @TilianFCGB. Voilà. Et il nous a demandé qui accrochera la 6e place. Alors, il faut savoir que Alexander Albon a 4 longueurs d'avance sur Carlos Sainz et que Carlos Sainz a 3 longueurs d'avance sur Pierre Gasly. Donc là, ça va être vraiment une bataille qui va aller jusqu'à Abu Dhabi. Le suspense il est un peu malheureusement plié. Albon a une Red Bull, Sainz a une McLaren, Gasly a une Toro Rosso. Donc, soit, à moins que Albon fasse une contre-perf, mais vraiment une grosse contre-perf, genre et que les deux autres, eux, soient hyper réguliers, et encore, je sais même pas si ça suffira. Je vois pas comment Albon, avec une Red Bull, peut terminer 2 fois derrière Sainz et Gasly. Donc, je pense que Albon sera 6e du championnat, même s'il a que 4 points d'avance, et même s'il n'a fait qu'une demi-saison chez Red Bull. Et même si Sainz a été plus régulier. Ouais, pour revenir sur ça, du coup, je pense comme toi, Thomas, en fait. Je pense pas que ça va bouger. Je pense que Albon, avec sa Red Bull, va s'envoler au classement, enfin, il va prendre plus que 4 points d'avance, du moins sur Sainz. Sainz va prendre aura plus que 3 points d'avance sur Gasly, et Gasly restera, pour moi, 8e de ce championnat, ce qui est plutôt pas mal, même s'il avait une Red Bull en début de saison. Et en restant sur ce type de questions, vous pensez, parce que je pense que Leclerc finira 3e, qui finira 4e entre Vettel et Verstappen? Il y a combien d'équipes
Il y a Là, 5 il y a points, 5 points d'avance. l'écart pour Verstappen. En faveur de Verstappen? Ouais. Bah, ça dépend. Bah, ça dépend parce que est-ce que Ferrari, en fait, là c'est une vraie inconnue, mais est-ce que Ferrari va afficher le même rythme de course qu'aux États-Unis? Si oui, bah, Verstappen sera devant. Sinon, je pense que Il sera Vettel troisième sera même. devant Verstappen. Sera devant. Oui, je pense que Euh, Verstappen. Je crois que Verstappen. Ouais, bah, il y a pas assez d'écart entre. Il y a combien entre Verstappen et Leclerc? Il y a 14 points d'écart, c'est beaucoup. Je pense que Il Leclerc y a peut 13 limiter. points. 14. Je pense que Leclerc peut limiter la casse par rapport à Verstappen. Je pense que Leclerc sera troisième. Et après, Vettel-Verstappen, ça dépendra du rythme de Ferrari sur les 2 dernières courses. eh ben, sachez qu'entre la troisième et cinquième place, il y a quand même il y a que 19 points, donc rien n'est joué. Franchement, Les 2 derniers Grands Prix. Les 2 derniers Grands Prix. ouais, ben voilà, on pourra s'occuper durant ces 2 derniers Grands Prix. Le prochain Grand Prix aura lieu le 17 novembre au Brésil et on vous prépare quelque chose, mais ça, on vous le dit pas encore. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que pour le programme qui va suivre dans les Fous du Volant, sachez qu'on vous encourage à toujours regarder la première partie de notre vidéo Comment mieux comprendre la Formule 1, qui est voilà, a plutôt bien marché, hein, donc merci pour ça. La deuxième partie sortira bientôt. Sachez que normalement on devrait la faire pour la début de semaine prochaine. Donc voilà, on va boucler tout ça. Ça sera dans les bacs. Prochaine vidéo après, il y aura la preview du Grand Prix du Brésil et on vous fera normalement pour la fin de mois, même pas. Hein, je pense qu'on va faire ça en mi-mois. Ça va être D'ici 3 semaines, on va dire. ouais, voilà. Avant Abu Dhabi, on vous fera un podcast sur le règlement 2021, puisqu'il est sorti la semaine dernière et il y a pas mal de choses à dire, surtout niveau technique, niveau sportif et surtout financier. Merci à Thomas d'avoir été là, c'était sympa. Finalement, merci à toi d'avoir été là. Merci à tous et à tous de nous écouter. N'hésitez pas à aller follow notre compte LFDV Podcast, notre chaîne YouTube et sur Spotify aussi. N'hésitez pas à nous suivre. Absolument. Merci à toi, Sofiane, d'avoir été là. C'était sympa aussi. Mais merci à toi, merci à vous. Et bonne semaine à vous. Eh oui, exactement. Et merci également à toi, Nikos, qui est revenu. C'est sympa. Merci à toi. Merci à tous les trois, on a passé un très bon moment. Et Lewis est champion du monde, donc je ne peux être qu'heureux et que présent sur ce podcast. Eh bien, on est très ravis. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour la deuxième partie sur comment mieux comprendre la F1 et la preview du Grand Prix du Brésil. On vous prépare plein de choses. D'ici là, portez-vous bien et sortez couverts. Bisous. Au revoir.